Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, c'est Xavier Queneau. Du coup, je suis le cofondateur de GetCast et l'actuel directeur technologique de Exo et GetCast. Alors, GetCast, c'est quoi? En fait, on a essentiellement trois pôles de compétences, mais un petit peu plus que trois pôles de compétences. On a de la MOA, pour plus vulgairement, c'est la gestion de projet. Donc, on va intervenir auprès de mairies, d'entreprises, pour les aider à formaliser leurs besoins et à suivre l'évolution de leurs projets, lorsque derrière, il y a des suivis budgétaires à réaliser. On intervient aussi sur de l'hébergement et de l'infogérance. Donc, nous-mêmes, on a pas nos propres data centers. Par contre, on va accompagner et aider nos clients à héberger chez différents fournisseurs. Donc, on ne fait pas que du cloud, on fait aussi du edge ou du fog computing, ou voilà, du data center de proximité. Essentiellement parce qu'il y a aussi des besoins qui font plus sens, hein, surtout quand par exemple on est une agence web qui est plutôt en région. Ça fait pas trop sens qu'elle héberge ses données à l'autre bout de la France. Donc en règle générale, on va essayer de travailler pour la mise en place de partenariats plutôt régionaux, et ce qui va aider aussi l'agence web à trouver un réel partenaire sur lequel elle peut se reposer. On intervient aussi sur des architectures cloud. Là, on est plutôt sur des notions grand compte, où là, on va intervenir sur des notions de containerisation, d'IA, serverless, donc sur des technologies qui sont un peu à l'ordre du jour. Donc toujours dans la même ligne, on est aussi spécialisé un peu IAOps, DevOps. Donc pareil, on va travailler sur les processus, sur la réalisation de la chaîne et de la construction en fait de la continuité de déploiement, la continuité aussi d'apprentissage. Et en fait, l'objectif, c'est d'aider les différents projets d'IA à mener à bien et à terme au niveau de l'architecture. Et on a aussi un pôle formation. On intervient très souvent en école d'ingénierie, où là, notre objectif, c'est de transmettre tout notre savoir et tout ce qu'on a pu découvrir en termes de cas d'usage directement aux étudiants qui seront les futurs ingénieurs de demain en entreprise. Alors, je vais vous raconter un peu le quotidien que on vit dans l'entreprise. Alors, je vais le formaliser par Bob. Donc, je vous présente Bob. Bob, c'est un architecte cloud qui, un peu comme dans notre entreprise, va recevoir des projets et on va lui demander en fin de compte de réaliser le déploiement d'un SaaS d'une société qui, elle, en fait, a développé le SaaS. Maintenant, elle a besoin d'industrialiser. On lui a demandé, par exemple, de mettre en marque blanche son produit. Et là, on va intervenir. Et donc, du coup, on lui donne ce projet. Donc, lui, quel va être son réflexe? Un peu comme beaucoup d'ingénieurs et comme moi je fais, quand on me parle d'un projet, je commence à dessiner. Donc voilà, le problème de ce genre de dessin-là, c'est que c'est pas très transmissible ou très peu compréhensible par la plupart qui sont pas trop dans la technique ou dans la technologie. Et ceux qui sont dans la technologie ont des fois du mal à relire ceux qui ont écrit des choses. C'est aussi des fois mon cas personnel. Hein, ça m'arrive d'avoir des difficultés à ce qu'on me relise. Et donc du coup, il faut un support pour transmettre les idées, les concepts que l'on a dans la tête pour en fin de compte les évaluer. Alors, on ne va pas se limiter qu'à ça. En règle générale, lorsqu'on est un peu spécialisé en infrastructure, on va se dire, on va jouer avec des fichiers Terraform, on va jouer avec des fichiers CloudFormation ou peu importe, hein, une soupe de YAML, c'est un petit peu ce qu'on peut dire, parce qu'aujourd'hui tout est YAML. On va avoir des YAML pour n'importe quel degré d'ingénierie. Et du coup, assez vite, ça va poser quelques problèmes. Lesquels? C'est qu'on va s'apercevoir qu'au bout de quelques lignes, ça devient un peu illisible. Et donc, comprendre un petit peu ce que l'on fait, ce que l'on a écrit après une longue période de vacances, on l'oublie assez vite. Et même si la bonne pratique, c'est faire des commentaires, ça reste une bonne pratique, mais qui n'est pas toujours appliquée. Donc voilà. Donc là, ça peut commencer à avoir des soucis lorsqu'on aussi on veut transmettre et expliquer le contenu. Puis on va s'atteler aussi à la documentation. Donc grande partie assez fastidieuse parce qu'elle n'est pas que limitée en fait à un seul cas d'usage. Donc on va faire beaucoup de documentation, on va essayer de la maintenir, on va essayer de la suivre, on va essayer de la transmettre, se faire corriger aussi pour voir si derrière il n'y a pas des éléments qui ont été oubliés. Donc ça c'est un peu la genèse d'un projet sur lequel on va mettre en place notre ligne directrice. On va commencer à rentrer plus dans le vif du sujet côté client. On va lui parler coût. Voilà, on va lui dire écoutez, votre infrastructure ça va coûter un peu d'argent.
voire beaucoup. Et c'est là où en fait on va commencer à se dire mais comment on va allier performance à coût, comment on va allier qualité à coût. Et là on va commencer à se dire en fin de compte c'est pas seulement des dessins et des fichiers de configuration qui vont suffire. Donc on va passer assez souvent sur des outils qui vont nous aider à faire des estimations. Des fois on va y passer beaucoup de temps, surtout sur certains calculateurs, pour essayer de se dire voilà, ça devrait ressembler à ce coût-là. Et point d'actualité qui est très important, parce que de plus en plus de projets malheureusement consomment de plus en plus de data, et qui dit data dit énergie, eh bien en fait on va aussi devoir estimer l'impact carbone. Donc ça c'est un peu l'avis de Bob, l'architecte du cloud, qui au fil du temps, dans l'évolution infrastructure cloud, a dû rajouter étape après étape, brique par brique, tous les éléments pour paramétrer le projet. On va s'intéresser à la partie carbone, parce qu'en fin de compte, assez indirectement, les éléments carbone sont reliés aux éléments financiers. Et ça, vous allez voir pourquoi. Puisque la connaissance de comment on estime l'impact carbone d'infrastructures ou même applicatives vont avoir un impact direct sur le coût financier. Alors parlons un peu d'informations qu'on peut retrouver chez différentes études. On estime que d'ici 2030, on va avoir une consommation, dans le pire des cas, qui est exponentielle en termes de consommation de ressources. Dans les cas à peu près moyens, ça devrait être à peu près du x2, et on serait sur une courbe d'ici 2030 sur le cas le plus optimal, relativement vers une légère progression. Donc ça, c'est une étude qui a été menée sur la consommation électrique des data centers, tout confondu, sur la probabilité de consommation suite aux apports de nouvelles technologies, principalement l'IA. Parce que l'IA utilise des systèmes de ressources qui sont assez dédiés, qui sont fortement consommateurs d'énergie. Même si c'est efficace, même si c'est intéressant de pouvoir poser des questions à l'IA, eh bien derrière, ça a un impact réel au niveau énergétique. Et c'est celui-là. Alors, comment est-ce que derrière, on va essayer de contrôler ça ? Lorsqu'on commence à analyser, en fin de compte, l'étude et l'analyse carbone, il y a un terme qu'on retrouve assez souvent, qu'on retrouve très très bien et qui est très bien documenté au sein des centres de données, c'est ce qu'on appelle le PUE. PUE, c'est quoi ? C'est le Power Usage Effectiveness. Excusez-moi pour mon anglais. J'ai rien fait. Voilà. Donc l'objectif en fait du PUE, c'est d'évaluer en fin de compte la charge informatique électrique, donc ce qui va être consommé sur l'ensemble des équipements informatiques, et en fin de compte la consommation totale énergétique. Donc ça va être par exemple les éclairages, le refroidissement, ça va être aussi l'alimentation sans coupure. Voilà, donc l'objectif ça va être de créer un delta, un ratio, et d'estimer en fin de compte si on a un bon ratio de consommation énergétique. Donc l'idée c'est que plus il est bas, plus en fin de compte ça veut dire qu'on est efficient dans la consommation énergétique. Et c'est un très bon outil. Pourquoi ? Pour évaluer au fil du temps l'énergie des data centers. Et pourquoi ? Parce que ça va permettre aussi aux entreprises de comprendre qu'elles aussi elles peuvent faire cette estimation-là, et qu'elles aussi en fin de compte elles peuvent avoir accès à ces informations-là. Les data centers sont très communicants la plupart du temps sur cette information-là. Pourquoi ? Parce que depuis les années 2000, c'est la course à faire baisser le PUE, c'est-à-dire rendre plus efficient la consommation énergétique des ressources. Et vous allez voir que c'est assez important parce que la consommation énergétique numérique, elle a été drastiquement révisée par rapport à la quantité de ressources que l'on peut accéder. Pour faire simple, notre téléphone va avoir plusieurs millions de transistors à l'intérieur de toutes petites puces, et pour autant la consommation de notre téléphone ne va pas excéder l'équivalent de quelques wattheures. Si on revient 30 ou 40 ans en arrière, un transistor, ça allait consommer jusqu'à 1000 wattheures. Donc le ratio, en fait, il est divisé par plusieurs millions. Donc c'est l'objectif, en fin de compte, de s'apercevoir que le numérique a quand même déjà en fait une optimisation native de la consommation énergétique par rapport à la ressource qui va être appelée et consommée.
Alors pour qu'on comprenne correctement ce qu'un PUE va impacter en termes de baisse, qu'est-ce que ça veut dire 2,50 et qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte 1,58, eh bien on va prendre le cas du 2 et du 1,4, qui est actuellement le PUE le plus bas que l'on peut estimer dans un centre de données, qui est divulgué par beaucoup de centres de données français. Donc là, on imagine 34 TWh, donc ça fait pas mal. Ça veut dire que sur la base d'un PUE2, voilà, on est à 34 TWh. Si on a exactement la même source d'énergie et le même besoin en termes de matériel, mais en passant sur une efficience à un PUE 1,4, eh bien on va avoir en fait 23,5 TWh qui seront consommés pour la même, en fin de compte, efficience de ressources. Donc l'objectif, c'est de tendre vers une amélioration de la consommation énergétique. Alors pourquoi parler énergie ? Pourquoi parler énergie et bilan carbone ? Eh bien parce que pour produire de l'énergie, il faut une matière première. Il faut quelque chose qui va, en fin de compte, engendrer, via une force, via une transformation matérielle, minérale, de l'énergie. Et pour ça, on a un outil qui est très intéressant, qui explique que l'énergie a aussi un impact bilan carbone. Donc si nos ressources consomment de l'énergie, en fait, cette énergie, elle, va avoir un impact carbone. Donc, par liaison directe, la ressource que nous allons consommer va reposer sur le type de consommation électrique que nous allons en fait consommer au sein du centre de données. Donc, c'est un outil qui s'appelle Electricity Map, qui donne plusieurs indicateurs. D'où vient l'énergie ? Est-ce qu'elle est plutôt vertueuse ou est-ce qu'elle est plutôt moins vertueuse ? Et derrière, quelle est l'intensité, l'émission carbone moyenne de la génération de cette énergie ? Donc en France, l'énergie majeure, c'est dit dans l'outil, est nucléaire. Je ne suis pas là pour faire le débat sur le nucléaire, mais l'impact majeur qu'a le nucléaire, c'est qu'il y a quand même une réduction carbone. C'est que du coup, la France se positionne parmi ceux qui ont une émission carbone qui est de la plus basse. Mais la plupart des ressources consommées cloud ne sont pas en France, elles sont outre-Atlantique. Et outre-Atlantique, même si certains fournisseurs vous disent qu'ils sont neutres en termes d'émissions carbone, voire que certains sont des forêts, eh bien quand on se penche un peu plus sur l'origine de leur génération d'énergie, eh bien on s'aperçoit qu'on va avoir de la base biomasse, mais aussi beaucoup charbon ou beaucoup pétrolière. Et c'est pas neutre. Parce que pour 1 kWh consommé, on peut se retrouver à émettre plusieurs centaines, voire milliers de grammes de CO2, rien qu'en consommant des ressources outre-Atlantique. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est important du coup de regarder cet aspect-là ? Eh bien c'est parce qu'il y a eu un rapport à l'ADEME, donc l'ADEME qui est l'autorité nationale qui fournit des indicateurs sur les démarches écologiques que chaque entreprise est amenée à œuvrer, qui indique qu'aujourd'hui 80% de l'empreinte carbone du numérique est due à nos équipements numériques. Bon voilà, ça veut dire que en gros, ce qui se passe en carbone, c'est parce que c'est dû aux usages et à la fabrication des outils. Mais allons un peu plus loin, c'est que dans cette partie-là, 16% sont dans les centres de données. Donc ça veut dire que 16% de l'émission carbone aujourd'hui est directement liée à l'activité qu'on a lorsqu'on fait des déploiements côté infrastructure en France. Et là, on est essentiellement en France, lorsque derrière, en fait, on va acheter de la ressource chez un fournisseur cloud. Donc, on va avoir cet impact direct. 16%, ça correspond à notre action. Alors, une question, c'est comment est-ce qu'on peut choisir son hébergeur de données ? L'ADEME nous fournit un petit référentiel très sympa, avec plusieurs questions. C'est du oui-non, c'est assez binaire. Vous pouvez aller voir, c'est bien fait. Mais j'en ai relevé une qui est un peu plus particulièrement intéressante, c'est une directive. Donc la question c'est, le service numérique utilise-t-il un hébergement et une démarche de réduction de son impact écologique ? Et que nous dit l'ADEME ? Pour pouvoir évaluer ça, on va devoir en fin de compte lire. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais trouver les informations de certification environnementale, comprendre les utilisations de ressources, machines, les types de refroidissement, en fait, sur le site internet de n'importe quel fournisseur cloud, c'est pas indiqué. Il faut chercher.
et chercher pendant un certain laps de temps. Et des fois, vous allez tomber sur du contenu en vous disant « on est neutre, pas de problème, on est une forêt ». Que nous dit la petite note en bas. Attention au greenwashing lorsqu'il s'agit de communication sur la neutralité carbone. Une charte, une politique ou une feuille de route interne sans possibilité de vérifier la mise en œuvre ou sans un tiers indépendant qui certifie la mise en œuvre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur leurs propres faits, se déclarer neutre carbone ne suffit pas. Ça ne suffit pas. En fait, l'ADEME nous pousse à demander directement au centre de données de se justifier sur d'où vient, en fin de compte, l'origine de la consommation énergétique qu'ils ont. Alors c'est pour ça que vous avez beaucoup d'acteurs européens qui gagnent en transparence dans ce domaine-là. Pour les citer, on a OVH qui ouvertement divulgue des indicateurs sur cet aspect-là, Scalway aussi qui divulgue beaucoup d'éléments sur cet aspect-là, avec beaucoup de métriques, d'indicateurs qui visent à fournir ça. Mais ce n'est pas les seuls. En centre de données de proximité, par exemple, lorsqu'on s'intéresse à la partie Occitane, il y a des data centers qui sont dans un état d'esprit totalement green. Donc ils vont vous expliquer leur démarche, ils vont être très clairs là-dessus. Ils vont vous expliquer qu'en fin de compte, aujourd'hui, l'origine de leur matériel, c'est parce que derrière, ils ont fait de sorte qu'elle soit plus vertueuse, que ce soit sur de la plus longue durée, que derrière, tout a été réfléchi pour que derrière, on ait une consommation qui soit non pas neutre, mais plus modérée, moins impactante en termes de consommation. Alors c'est super tout ça, mais à un moment donné, on va plutôt passer notre temps à chercher à droite à gauche toutes ces informations-là. On va passer beaucoup de temps à comprendre en fin de compte comment en fin de compte on va devoir estimer ces éléments-là. D'autant plus que maintenant, ce sont des points de réglementation. Surtout en France, il y a des points de réglementation obligatoires sur la diffusion ou l'explication de l'impact carbone. Dans certaines industries, c'est même plus qu'une réglementation, c'est une obligation. On est vraiment dans un domaine, dans une mouvance où consommer des ressources numériques sans prendre en considération l'aspect et l'impact carbone, ça fait plus sens. Et de là, en fait, naquit une approche, une méthodologie qu'on appelle la méthodologie GreenOps, donc Green Operation. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'intégrer au quotidien des pratiques qui visent à réduire, à être plus vertueuses dans l'empreinte carbone que l'on pourrait avoir. Et on parle d'optimisation des ressources. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est là où on va comprendre en fin de compte la corrélation entre ce que je vais dépenser en termes de coûts et ce que je vais consommer en termes de carbone. Et c'est là où en fait on va retrouver l'apport réel au travers du GreenOps. Donc l'objectif du GreenOps, ça va être d'estimer l'efficacité énergétique, la gestion des déchets, donc comment réduire, recycler les déchets électroniques, optimisation des ressources, parce qu'on n'a pas parlé en fin de compte que uniquement infrastructure cloud, mais aussi infrastructure interne à l'entreprise, et aussi toutes les pratiques durables qu'il pourrait y avoir. Alors les avantages sont assez nombreuses. L'objectif n'est pas non plus de faire une apologie à GreenOps, mais en tout cas c'est une méthodologie qui a le mérite d'être utilisée. Ça vise à fournir beaucoup d'approches de réduction environnementale. C'est important parce que dans certains cas, aujourd'hui, la consommation énergétique elle a un coût. Certains fournisseurs énergétiques augmentent le coût. On a tout intérêt de se poser la question, en fin de compte, comment mieux consommer pour amoindrir le coût. Ça vise aussi à la préservation des ressources naturelles. Et économiquement parlant, on va être sur la réduction opérationnelle. Pourquoi de coûts opérationnels ? Pourquoi ? Parce que on va chercher l'efficience. On ne va pas acheter une ressource et la consommer à 10%. On va plutôt chercher la ressource qui permet de consommer au mieux ce qu'on a besoin en termes d'usage. Et donc ce ratio va faire que, au lieu d'aller chercher par exemple la plus grosse machine virtuelle et se dire on a la sûreté, on est large, il y a 80% de ressources restantes, on va essayer d'abaisser le curseur pour se dire on est dans la juste consommation avec la possibilité d'être un peu plus flexible. Et cette juste consommation va permettre en fin de compte de réduire les coûts. Donc ça peut passer par plein de biais, éteindre les machines par exemple qui sont inutilisées, qui sont dormantes, ce qu'on appelle les serveurs zombies un petit peu en côté opérationnel. Ça, c'est une des démarches, par exemple, qui va être mise en œuvre.
Et côté subvention, l'État est très regardant, heureusement, sur ces aspects-là aussi, puisque pour le côté industriel, côté entreprise, il faut savoir que c'est maintenant un des critères. Donc pour les startups, par exemple, qui cherchent... Je n'ai toujours rien fait. C'est startups, c'est ça. Qui cherchent des fonds, c'est hyper important, en fin de compte, d'avoir ces notions-là. Je sais pas... donc il y a des audits, des évaluations à faire. Audit environnemental, analyse des ressources. Côté stratégique et politique, on va définir des objectifs, la politique interne. Et enfin, on va être dans la mise en œuvre. Donc la dernière étape, c'est, ok, on a choisi les technologies, on va faire ce qu'il faut, on va se former, on va se sensibiliser, et on va être dans le suivi et l'amélioration. Alors là encore, si on prend l'exemple de Bob au tout début, en fait, ça rajoute encore une grosse couche de travail qu'il a. Et donc, nous, on s'est dit, au sein de Gatecast, parce que c'est un peu notre quotidien dans pas mal de projets, pas mal d'aspects, il y a un outil, il y a une typologie, un type d'information qu'on utilise souvent, qui est vraiment très efficace. La preuve en est, c'est que vous regardez plus l'écran que moi-même. C'est l'image, l'imagerie. On dit souvent qu'une image, ça vaut 1000 mots. Et on s'est dit, ok, qu'est-ce qui va nous permettre, en fin de compte, d'être plus efficient dans cette démarche-là? Quel serait l'outil qui nous permettrait de faire, en fin de compte, une meilleure analyse, une meilleure estimation, un meilleur suivi, un meilleur état collaboratif? Et la première chose qu'on a fait et qu'on a pensé, on s'est dit, c'est simple, on reprend l'idée de base, on va dessiner. Donc, on va faire des diagrammes. Avantage des diagrammes, c'est qu'on va représenter des infos beaucoup plus facilement. Vous avez l'exemple d'une feuille Excel de 1000 lignes. C'est plus facile de regarder un camembert avec des pourcentages qu'analyser 1000 lignes d'une feuille Excel. Et là, on s'est dit, on va faire la même chose. On va intégrer cette même notion. Ça va nous permettre en fait de déterminer des modèles, des tendances, des relations. Et par exemple, dans le cadre où on pense à des diagrammes comme le diagramme de Gantt pour le projet, on comprend les charges. Diagramme UML, pour la partie base de données, on comprend les relations. Donc pour faire simple, le diagramme, ça va être quoi ? Le meilleur vecteur de visualisation mentale. Parce qu'une image, ça a pour avantage, c'est qu'une fois que vous l'avez vue, ça va rester sur du long terme. Par exemple, si je vous dis de vous souvenir de la page 96 d'un magazine que vous avez lu, vous n'allez pas trop vous en souvenir. Par contre, vous souvenir du tableau La Joconde, ça va vous revenir, vous allez avoir l'image dans la tête. Et ça, en fait, c'est un point fort, c'est que l'imagerie, on va pouvoir l'utiliser dans ce domaine-là. Comment ? On a travaillé sur un procédé, ce qu'on appelle le diagram driven engineering. L'objectif, c'est, comme on s'intéresse à l'architecture, ça va être de rendre dynamique, de représenter très rapidement, via des diagrammes, les architectures. L'objectif principal, c'est de rendre vivants ces diagrammes. Pourquoi faire ? Pour qu'ils reflètent l'état actuel d'un système ou l'état futur d'un système, et qu'on puisse au mieux faire des analyses. Donc ça, c'est un procédé que nous, on a développé en interne. Ça repose sur pas mal d'éléments. Mais ça repose aussi sur le fait qu'on va avoir un réel avantage, c'est une nouvelle source de vérité. Alors, la source de vérité, c'est quoi ? C'est le fait de se dire, on va réduire les effets de bord. On part en vacances, on perd l'information. On part en vacances, avec une image, on a la capacité de suivre l'information. Si mon collègue fait des modifications, l'objectif, c'est de faire cette représentation, ce suivi, pour que très rapidement, visuellement, on ait la capacité de comprendre ce qui a été fait. Donc c'est intéressant parce que dans le cas où on fait de la documentation pour de l'architecture, là, c'est une réelle plus-value. Parce que si on le fait évoluer, cette documentation de façon automatique, avec ce procédé-là, on a quelque chose de vivant. Et on va vraiment pouvoir l'utiliser comme une source de vérité. En plus de ça, c'est que c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair que des milliers de lignes de code. C'est beaucoup plus clair que des pages et des pages de documentation épluchées pour connaître les certifications, par exemple, d'un centre de données, puisqu'on va pouvoir tout centraliser et représenter visuellement. Et donc, par rapport à ça, on va travailler sur le procédé de ce qu'on appelle diagramme as code. C'est-à-dire, j'ai des fichiers de configuration, comment peuvent-ils être interprétés côté diagramme ? Donc, exemple, j'ai des fichiers Terraform, comment je peux les représenter automatiquement avec un outil de réalisation de diagramme. Pourquoi ? Parce que comme ça va me permettre de déterminer s'il y a ou pas des points qui peuvent poser problème.
ça va pouvoir me permettre de déterminer quels sont les vecteurs d'estimation de coût et d'impact carbone. Et ça va permettre aussi à des équipes de collaborer. C'est plus facile qu'on soit tous autour d'une table à partager en fait des schémas que à se partager du texte en va-et-vient au risque de louper une information ou de l'avoir mal comprise. Ça, c'est un vecteur très fort. Donc on va avoir la possibilité d'avoir une source de décision dès lors de la phase de conception. C'est-à-dire avant même d'avoir déployé une architecture, par exemple cloud, on va être en capacité de pouvoir en fait estimer tout ça. Alors les outils existants. Alors il y a certains outils qui existent que vous connaissez, Lucidchart, un outil très intéressant qui permet de faire beaucoup de choses. Alors voilà, là, l'idée c'est l'état des lieux, c'est de vous montrer un peu ce qu'il y a. C'est intéressant, c'est intuitif. Le problème c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est assez complexe. Niveau fonctionnalité, c'est pas super. Droio aussi, pour certains qui l'ont déjà utilisé, outil très connu qui permet de faire beaucoup de représentations. C'est gratuit, c'est simple, mais niveau collaboration, c'est pas efficient. Niveau courbe d'apprentissage, des fois, c'est pas évident. Et ça empêche pas de créer des erreurs. Donc on peut vraiment créer des diagrammes de malades, mais qui sont totalement inexploitables en production. Donc là, ça n'a aucun intérêt pour le métier d'architecte cloud. Là, nous, on s'est dit, ok, super, on sait comment on fait les diagrammes, on sait comment ça fonctionne, on sait à quelle fin. Eh bien, on va combiner en fait cet univers-là, diagramme plus GreenOps plus FinOps, en créant un outil, Exoé. Donc cet outil-là, en fait, va nous permettre d'avoir une représentation visuelle de notre architecture et d'agir directement dessus. On va pouvoir en fin de compte aussi interagir avec différents fournisseurs cloud et derrière on va pouvoir partir en mode multi-cloud, on va pouvoir faire beaucoup de choses et en un clic avoir la possibilité de déployer si l'infrastructure en fait est viable ou pas. Je vous montrerai juste après. Alors notre outil va permettre de faire estimation carbone dès la phase de conception. On va pouvoir faire de l'analyse de sécurité au niveau de la partie applicative. Par exemple, je connecte un dépôt GitHub et on va lancer en fait les phases d'analyse de sécu. Donc toutes les bonnes pratiques et tout ce qui va bien. On va avoir un suivi entre la dépense estimée et la dépense réelle consommée et les états d'avancement de projet. Donc on va pouvoir créer par exemple un environnement de dev, savoir si dans l'environnement on a créé une architecture AWS et celle-là on va la déployer. Dans la même architecture, on est en format multi-cloud, on veut intégrer par exemple Azure. Eh bien on va pouvoir dire Azure je n'ai pas déployé, mais pour l'instant je suis en train de regarder ce qui est en train de se passer. Et faire cohabiter dans notre schéma des points d'évolution. L'objectif, c'est de faire beaucoup de collaboration, de ne pas être que tout seul derrière l'écran, mais d'être à plusieurs. Donc c'est un outil en fait qui se veut aussi tactile. Donc l'intérêt aussi des tableaux de bord interactifs est là. On va pouvoir faire ça. Notre outil va aussi, dans le temps, faire de l'automatisation de paramétrage. Donc on va pouvoir générer des fichiers de configuration depuis les diagrammes, et l'inverse aussi. Prendre un fichier de configuration, l'analyser et créer le diagramme, sa représentation. En une seule interface, on va pouvoir piloter plusieurs hébergeurs et déployer les services en quelques clics. Démo. Alors, forcément. Sur un écran comme ça, voilà. Alors, c'est pas très visuellement exploitable, mais ça sera mieux. Mais ce que l'on peut voir en fait sur l'outil, c'est que, ouais, effectivement, là, c'est pas lisible. Du coup, normalement, donc n'hésitez pas après la présentation voir derrière mon écran, ça sera mieux. On va pouvoir en fait faire les estimations carbone en déplaçant les box en fait, voilà, les composants, choisir la ressource du composant et avoir son estimation carbone qui est directement impactée. Et on prend, nous on va s'interconnecter à votre compte cloud perso, hein, c'est pas le nôtre, et vous allez pouvoir déployer en un clic. Ça va générer en fait la documentation, ça va générer les images qui vont derrière, et ça va permettre de façon collaborative à créer des schémas. Donc ça c'est l'outil qu'on a développé. Si vous voulez l'essayer, il est gratuit, hein, vous allez sur app.exoe.io, allez-y, faites-vous plaisir, on est friand de retour en ce moment.
Et du coup, on ne s'est pas limité qu'à l'infrastructure. On a aussi fait la même chose côté CICD. Donc pareil, si vous voulez voir cet aspect-là avec moi sur l'écran, ça ne sera pas jouable. Mais sur mon écran, il n'y a pas de problématique. Je peux vous le présenter sans aucun souci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur. Merci pour la presse, c'était chouette. Merci pour l'écoute. Première question, comment le diagramme qui est présenté, il se fait à la main ou on a moyen d'automatiser la création de tout ça avec des API ou ce genre de choses ? Alors on peut le faire à la main, effectivement. Et on peut aussi le faire depuis, par exemple, des API, ou alors depuis aussi, là on travaille sur ça, c'est vous avez un dépôt, vous avez des fichiers de code, CloudFormation, Terraform, on les analyse et on les représente. Ok, top. Et deuxième question qui est un peu liée, c'est si je prends le cas d'un cluster Kubernetes, par exemple, comment on fait pour avoir une idée juste de l'empreinte que ça peut représenter, sachant que j'ai un cluster, mais en termes de puissance, elle peut varier tout le temps. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça peut varier tout le temps. Alors, nous, aujourd'hui, en fait, on va faire une estimation sur la valeur portée à un pourcentage qui va permettre, du coup, de dire, voici l'impact, voici la ressource réelle qui va être consommée. Et après, on va faire les alignements. Et avec le temps, en fait, on va voir qu'il y a une tendance qui va se créer. Donc, ça va permettre, en fait, de créer des points de régule. Ok. Et le même genre de question pour du serverless, par exemple, où ça peut être de 0 à énorme. On prend une valeur moyenne, on fait quoi ? Pour le serverless, en règle générale, on va assez simplement, c'est que le type de CPU ou le type de RAM, en fait, va déterminer la capacité de ressources que vous allez avoir. Et par rapport à ça, en fait, chez le fournisseur, vous allez avoir un capage qui va être fait. Exemple, si vous êtes sur AWS, vous ne pourrez jamais aller au-delà de 6 vCPU. Mais ça, c'est en fonction du fait que vous ayez consommé le max de RAM. Et c'est pareil chez la plupart des autres fournisseurs. Par rapport à la RAM, vous avez un nombre de vCPU qui va vous être indiqué. Et par rapport à ça, nous, on va en fait calculer le coût ressource et le coût impact carbone qu'il pourrait y avoir. Mais ça, c'est unitairement, mais il me manque une dimension qui est le scale de mon application, quoi. Pour le serverless, c'est probablement en fonction du trafic. Ouais, alors cet aspect-là, pour l'instant, on ne le pourvoit pas. Okay. Parce que on est encore dans la phase où aussi l'outil intervient dans la phase de conception, essentiellement. Il n'intervient pas encore dans la phase de suivi et orchestration au quotidien. Donc on est d'abord dans la phase de conception, parce qu'on se dit que c'est pas après qu'il y a un accident avec la voiture qu'on doit penser à la sécurité. Nous, c'est un peu le même principe, c'est dès la phase de conception. Mais on va y venir. L'objectif, c'est de permettre de déterminer en fonction des flux réseau, en fonction justement de la charge que l'on pourrait avoir et des points de réplication, les impacts et les estimations qu'on pourrait modéliser. Donc ça, on y travaille aussi. Ok, merci, super clair. Non, ça ne sert pas que de tableau de bord. Oui, bonjour. J'ai pas bien compris comment l'outil permettait de planifier et de décider vers quel type d'infra on allait ou vers quel type d'hébergeur et d'où vous tirez vos données. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre que c'est quelque chose qui pouvait être utilisé relativement en amont. Ouais. Mais du coup, disons que moi je vais concevoir une application lambda qui doit s'appuyer sur des data centers. Où ça me, moi j'ai compris qu'il fallait lire la documentation, regarder un peu, mais où l'outil me permet de dire c'est peut-être plutôt vers là qu'il faut que j'aille, etc. On va permettre de faire des points de comparaison. En fait, l'objectif, c'est de vous laisser la possibilité à l'architecte de modéliser une infra. Et après, derrière, de comparer par rapport en fait à d'autres fournisseurs, donc de voir en fin de compte. Donc ça, c'est le choix en fait qu'on laisse. Nous, en fin de compte, on est en train d'intégrer aussi des possibilités de scoring d'infrastructure pour dire là, vous êtes plutôt dans le rouge côté carbone, mais dans le vert côté finance. Donc il y a peut-être des équilibres à faire. Mais ce scoring, c'est vous qui l'apportez dans l'outil ou ça se connecte sur des API connus ou des choses comme ça? Alors, le scoring, en fait, il repose sur déjà les procédés que l'ADEME a mis en œuvre.
C'est-à-dire qu'on ne sort pas les informations de notre chapeau, on va les récupérer auprès directement des fournisseurs, on va les éprouver, parce que c'est pas parce que derrière on a une info qu'elle est réellement vraie, donc nous on va l'éprouver. C'est pareil pour la base du catalogue cloud, en fait on va le récupérer directement auprès du fournisseur. Pareil au niveau du coût. Et les éléments carbone, c'est parce que derrière on a travaillé sur l'ADEME, sur la base par exemple des PUE, sur la base de l'origine des éléments que l'on a récupérés chez les fournisseurs, pour savoir exactement quel est l'impact carbone que vous allez engendrer en consommant une typologie de ressources. C'est dans le cas où vous avez une consommation pleine, à usage plein, c'est-à-dire en fait vous avez une VM qui fait 2 vCPU, 8 Go de RAM, on part du principe que vous allez consommer à 100%, et donc du coup ça va vous donner en fin de compte l'indicateur carbone. Dans les faits, c'est pas vrai, c'est pour ça qu'après il faut qu'on mesure pour regarder les écarts et proposer s'il n'y aurait pas des ressources moins coûteuses et moins consommatrices en termes de carbone. Donc on va reposer sur directement les fournisseurs cloud, les indicateurs institutionnels directement, et en fait d'autres fournisseurs, d'autres organismes indépendants qui eux font justement ces audits et ces suivis en termes de data, littéralement. Mais du coup, c'est vous qui compilez toutes ces données et en respectant tous ces principes pour pouvoir les fournir dans l'outil. C'est ça. Notre objectif, en fait, c'est de tout centraliser pour éviter que vous fassiez ce que nous on fait, c'est-à-dire aller à droite à gauche pour les chercher, quoi. Et donc là, on les maintient et on est en train de les faire évoluer pour que, à terme, vous aussi, vous puissiez être acteur de la plateforme en ajoutant votre propre composant et en déterminant en fait l'impact carbone ou l'impact financier que ça peut avoir. Et excusez-moi, je prends le micro, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une dimension temps réel du coût, je sais pas comment vous l'appelez, du coût énergétique de chaque data center en fonction du jour, de la nuit, de la météo, de choix internes. Ouais. Est-ce que ça, du coup, c'est retranscrit directement pas dans son entièreté, non. Pas dans son entièreté. On est sur les ordres de grandeur qui sont plutôt à la journée. Mais on va pas être en fait sur l'ordre de grandeur à l'heure, à la minute, voilà. Parce que pour nous, c'est un peu trop complexe aussi à mettre en œuvre. Ouais, mais ça rafraîchit quoi. Ouais, c'est pas une fois tous les mois. Non. Aujourd'hui, en fait, par exemple, le PUE va dépendre de la région où vous allez prendre la ressource. Vous n'allez pas avoir le même PUE au niveau, par exemple, de la région parisienne que si vous allez à Amsterdam pour un fournisseur cloud ou que si vous allez en fait aux États-Unis. Pour le même fournisseur cloud, en fait, le PUE va différencier et par rapport à la région aussi, parce que vous pouvez avoir des régions où, en France, il y a beaucoup de nucléaire, mais il n'y a pas que le nucléaire en France. Ça, faut pas l'oublier. Donc, du coup, ça aussi, ça peut avoir un impact directement. Et si on connaît le point géographique du data center, on va être en capacité, du coup, de remonter l'information du PUE. Voilà. Donc ça, c'est parce qu'on accède aux informations pour faire ça. Merci. D'autres questions ? Oui, merci pour la présentation. Je voulais savoir si votre solution pouvait m'aider aussi après le déploiement à monitorer la consommation de ressources. On sait qu'une des manières d'être économe, c'est aussi de vérifier entre ce qu'on a demandé, ce qu'on consomme, ce qui est l'adéquation, la bonne adéquation. Donc, en gros, si j'ai mis dans mon infra des requests beaucoup trop hautes par rapport à une consommation sur un laps de temps donné, est-ce que votre solution peut monitorer, avoir cette information et me dire tu peux réduire de moitié sans problème ? Oui, tout à fait. En fait, notre outil va vous permettre aussi de remonter justement entre ce que vous avez modélisé, donc déployé aussi, et ce que vous êtes réellement en train de consommer. Donc nous, en fait, on va se connecter auprès du compte fournisseur cloud. On va faire les relevés financiers, et on va aussi faire les relevés d'usage en termes de consommation de ressources. Donc ce qui va nous permettre en fait de dire voilà s'il y a un gap entre ce que vous êtes en train d'utiliser et ce que vous avez estimé. Donc ça, on va pouvoir le faire. Ce qui fait que du coup, après, vous allez pouvoir remonter, pouvoir décider de changer de ressources ou pas. C'est au niveau du compte ou au niveau du pod ? Alors là, on est vraiment au niveau du coup, pas du pod côté Kubernetes. Ouais. Il y a des outils qui sont aussi complémentaires qu'on implémente qui permettent aussi de faire ça. Donc l'objectif, c'est en fait qu'on intègre ces outils open source sur lesquels vous pouvez reposer
Vous avez des outils qui permettent en fait d'analyser la ressource d'un pod et de connaître l'impact consommation watt vers la consommation du service. Mais assez basiquement, bien souvent, cette consommation, elle est liée au langage informatique. Vous avez des études très claires qui montrent qu'aujourd'hui, certains langages informatiques sont beaucoup plus énergivores à même requête, à même usage que d'autres. Et ça, en fait, c'est pas neutre. Donc vous avez un exemple, sans trop le citer, le pointer du doigt, mais par exemple dans le domaine de la data science, on va beaucoup utiliser le Python. Impact majeur en termes de consommation énergétique. Si on passe sur des langages de plus bas niveau, on peut réduire jusqu'à 40-60% en fait, la consommation énergétique. Mais souvent, en fait, on va quand même se retrouver sur des langages comme ça qui vont partir en prod parce que par usage, on va être comme ça. Alors l'idée, c'est pas de dire c'est pas bien, ce langage, faut pas l'utiliser, mais c'est de dire dans certains cas, de façon plus raisonnée, certains langages peuvent être plus efficients pour le même degré de service. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est aussi pour ça qu'on analyse les dépôts. Bonjour. Bonjour. Est-ce que votre outil est capable de travailler par rétro-ingénierie? C'est-à-dire que j'ai déjà une infra qui a été déployée. Est-ce qu'il est capable d'aller aspirer, de faire le diagramme? Ouais, on est en train. Alors, en l'état, non. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que pour certains fournisseurs cloud, ils sont très doués pour ne pas les rendre accessibles. Mais on est en train justement de créer des connecteurs qui vont justement permettre de faire cette remontée-là. Alors là, on parle vraiment cloud. On a des projets où on est en train d'intégrer ce même processus-là côté on-premise, où là, par exemple, si vous avez votre propre infrastructure, là c'est facile parce que nous, on a un client qui permet en fait du coup de faire la remontée. Donc on peut le déployer et faire la remontée. Donc API, VMware, Nutanix. Ouais, c'est l'objectif là qu'on est en train de travailler pour faire ça. Pour avoir la même vision on-prem et on-SaaS. C'est ça. Et est-ce qu'à terme, il est prévu que la console fasse des recommandations en disant voilà, votre infra elle tourne comme ça. Là, je vous conseille demain de faire tourner plutôt sur Azure. Prenez les lambda là, prenez du spot à droite. Alors, ouais. Est-ce que c'est l'objectif à terme? Ouais, l'objectif à terme, c'est de permettre d'avoir des comparateurs sur différentes typologies d'infrastructures. D'avoir la possibilité de prendre une infrastructure, par exemple, je sais pas, chez OVH, vous dites, tiens, ça donne quoi à isopérimètre chez Intel, et en fait, du coup, c'est de le modéliser, de vous permettre, en fait, du coup, de faire ces points de comparaison. D'accord. Et du coup, nous, notre objectif, c'est, une fois qu'on a fait ça, c'est de vous permettre, après, de comparer en interne les ressources de même degré, donc en termes de coût et d'impact, de différents fournisseurs cloud. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train d'intégrer aussi. Et dans un même fournisseur, les différentes tailles de t-shirts pour redescendre. Alors ça, on le fait déjà, en fait. Okay. Donc on est capable de vous dire, ça là, c'est un peu moyen. Okay. Voilà. Donc on fournit ça et on intègre aussi toutes les recommandations de bonnes pratiques. Okay. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous construisez une architecture cloud, vous avez des choses à faire et à pas faire. Du coup, nous, on va vous fournir des recommandations directement sur la manière dont vous êtes en train de concevoir. Ça va vous avertir que il peut y avoir des défauts de conception, que ce soit au niveau sécurité, que ce soit au niveau ressources ou autre. Et là, c'est à vous en fait d'agir ou pas. Ouais. Mais voilà, c'est des éléments que nous, on est capable de mettre. Vous iriez jusqu'à dire que le conteneur que j'ai pris sur la Z là, il vaudrait mieux le faire tourner là parce qu'il est plus vertueux en termes de CO2? Non, pas encore. Okay. On n'est pas dans ce degré-là. Le produit est assez early quand même, parce que ça fait 1 an qu'on a développé le produit. Là, on commence à le diffuser. On recherche des retours pour le faire évoluer. Nous, l'objectif, c'est qu'à terme, ce soit un produit qui est plutôt communautaire. C'est-à-dire que c'est vous qui allez connecter votre schéma. C'est vous qui allez faire évoluer la plateforme en créant en fait votre propre composant et en le faisant suivre, quoi. Donc voilà. On est dans l'objectif où là, on est plutôt friand de vos retours et des challenges que vous allez nous mettre pour qu'on continue à faire évoluer le produit dans ce sens-là. Ouais, ça peut être ça. On a eu le cas, vous avez par exemple une application que vous allez déployer X fois ou un procédé X fois. Vous avez, en fin de compte, vous remplissez tout le temps la même valeur. C'est de créer en fait un template de ça et puis de l'utiliser quand vous le souhaitez. Voilà, donc nous, on est en train de travailler dans ce projet-là pour en fait vous aider à mieux modéliser. Alors je crois que le délai est peut-être un peu. Peut-être encore une question ? Il n'y a pas de mauvaise question, vous inquiétez pas, je mange pas. Dans la continuité du rétro-engineering, qu'est-ce qui est aujourd'hui supporté et qu'est-ce qui est prévu dans le
dans le cycle de vie de l'IAC plutôt. Entre mon diagramme, je génère, mais après, j'imagine que on sait tous que les diagrammes, souvent derrière, après il faut passer derrière pour du paramétrage fin, etc. Et comment ça re-rentre? Est-ce que ça re-rentre? Comment ça re-rentre dans le diagramme? Ou est-ce que c'est vraiment un outil AT0 et qu'après, une fois que j'ai sorti mon code de l'outil de diagramme, comment ça se passe? Alors, on est en deux temps. On est à T0 lorsque derrière vous générez le code et donc du coup, vous faites les évolutions. Mais on est aussi sur les éléments existants. Par exemple, pour les CICD, on est capable de modéliser l'interprétation des fichiers GitHub Action existants comme nouvellement créés, de faire une analyse complète, de faire de l'autodoc, parce qu'on a connecté ça à de l'IA, non pas parce que c'est pour faire cool, mais parce que c'est plus facile pour ce genre de tâches assez fastidieuses. Et derrière, en fait, on va avoir tous les principes de recommandation, d'analyse, qui vont en fin de compte proposer des recommandations. On a fait la même chose, par exemple, pour les moteurs de CVE. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois que vous allez pousser du code, toujours au travers du diagramme, on va vous faire une analyse CVE. Vous allez pouvoir la possibilité de faire la remédiation ou pas. Et si la remédiation se fait, on refait une analyse derrière pour voir en fait s'il y a des points d'évolution. L'objectif, c'est de rendre vivant en fait les schémas. C'est pas que ça dorme dans un coin de documentation au format image et que ce soit terminé. Là, l'idée, c'est de dire, on va rendre plus visuel, plus schématique des infrastructures, des fichiers de code, parce que dans les années 70, on a démarré l'informatique avec de la ligne de commande, et on s'est aperçu qu'en fait, l'interface graphique, c'était pas mal. Nous, on s'est dit, on est un peu au même degré au niveau de la partie infrastructure, ingénierie cloud. On est en ligne de commande. Nous, on veut créer en fait l'interface visuelle qui permet de piloter tout ça. Voilà. On a un peu dépassé le délai, on va rendre les micros, mais n'hésitez pas à poursuivre ces échanges directement avec Xavier. Je suis disponible si vous souhaitez, pas de souci.